Ce que je voudrais d'abord exprimer, c'est une interrogation sur ce que j'appellerais l'effet Nourrit à vivre, à savoir, qu'est-ce qui fait que, outre tes pouvoirs de conviction, des gens ont envie de parler après tes films, et que d'une certaine manière, ce que tu mets en place après annonce, il semble que ça s'impose. Tu l'avais déjà mis en place auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'annonce. C'est-à-dire que, en tout cas c'est ma position, je n'ai pas envie de commenter le film. Je n'ai pas envie de l'éclairer par une certaine herméneutique qui serait la mienne, due à mon expérience, à mon érudition, qu'importe. J'ai simplement envie de me mettre dans une position qui serait celle du sujet recevant une annonce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas de l'ordre de la communication. Contrairement aussi, et c'est mon avis, à ce qui a été dit, ce n'est pas de l'ordre de la voix, mais c'est de l'ordre du silence. C'est de l'ordre d'un creux qui se fige, qui vient au sein du réel, faire apparaître un autre espace. Effectivement, il a été insisté à plusieurs reprises sur l'espace entre l'ange et le personnage qui reçoit l'annonce. Et c'est cet espace qui m'intrigue. Et j'ai l'impression que ce que tu provoques, ce que ton œuvre provoque, celle-ci, mais les films précédents, c'est tout d'un coup ça. Créer de l'espace, créer du creux, et créer aussi quelque chose qui n'a pas de couleur, d'où je crois cette insistance sur la lumière. Chacune des intervenantes est accompagnée de sa lumière. Ce qui, moi, m'étonne. Pourquoi cette insistance sur la lumière? Et je crois que cette insistance sur la lumière, c'est justement pour dire que l'annonce ne nous parle pas de lumière. Que l'annonce, c'est pas le flash, c'est pas l'illumination, c'est pas l'épiphanie. L'annonce, c'est au contraire un moment de noirceur et un moment de silence. Exactement ce que n'est pas ton film, puisqu'on y parle beaucoup et puisqu'on y insiste sur la lumière. Et j'ai l'impression que justement, c'est dans ce qui se joue contre la lumière et contre la parole. Une annonce, à la différence d'une information, à la différence d'une communication, c'est ce qui se joue dans le noir et dans le silence. Il me revient le célèbre, les premières lignes de l'essai de Walter Benjamin sur la traduction, Die Aufgabe des Übersetzer, où il dit « Une traduction ne sert pas à communiquer. Ne sert pas à communiquer. Une traduction sert à mettre des langues en contact. » Et ce qu'est une annonce, et je crois aussi à mettre en contact deux sujets. Et pour qu'il y ait quelque chose qui se produise entre ces deux sujets, il faut qu'il y ait silence, il faut qu'il y ait obscurité. Et donc ce film annonce vient annoncer son contraire. Ce qui est tramé dans le film, c'est le contraire de ce qui est vu et de ce qui est entendu. Au point que, et je crois que tu le sens, tu mets même des cartons. On va vous parler du poème, on va vous parler de Marie, on va vous parler, etc. Comme si toi-même, tu avais peur de cet effet d'annonce qui est le surgissement du silence et le surgissement de la noirceur. J'ai beaucoup travaillé sur le seuil. Et ce qui me fascine dans le seuil, c'est cette anticipation. Le seuil, c'est ce qui accueille ce qui pourrait arriver. Le seuil est donc déjà gros de l'événementialité qui va apparaître dans le récit.
justement, Walter Benjamin, au prix d'une étymologie tout à fait douteuse, rapprochait Schwelle, seuil en allemand, de Schwellen, gonflé. Mais j'aime bien cette étymologie, parce que ce gonflement, c'est aussi l'enfantement, c'est aussi la grossesse, mais c'est aussi cette espèce d'occupation de l'espace. L'annonce, c'est ce qui part de rien et qui tout d'un coup, malgré tout, va occuper un espace. Cette prise de parole, je crois, auquel tu nous incites, n'a rien à voir avec ce qu'un jour tu m'as proposé comme métaphore, à savoir, c'est comme dans le Talmud. Il y a un texte et puis un autre texte. Il y a la Mishnah, et puis la Gemara, etc., et les commentateurs. Je ne crois pas parce que, précisément, l'économie talmudique, c'est une économie qui est extrêmement bien régie. Il y a là un discours qui est très très bien rodé. Ceux qui prennent la parole dans le Talmud sont des vieux partenaires de discussion. Ils connaissent bien ce qu'ils nous donnent à lire et à entendre. C'est comme deux vieux comédiens sur une scène qui ont répété, etc. Donc il y a quelque chose qui est pré-réglé. Or, ce que je crois ton œuvre, et notamment ce film, c'est justement de nous déranger. D'où cette analogie un peu difficile, sans doute, avec la grossesse qui vient nous déranger. Ce serait une question que je poserai tout à l'heure, à savoir l'absence d'homme dans ce film-là, cette volonté farouche de dire ceci appartient, je dirais pas aux femmes, mais au féminin. Alors qu'il me semble que l'annonce est justement ce qui vient totalement brouiller cette distinction masculin-féminin. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'exil, et cette dimension-là me semble importante. Et alors là, c'est la seconde page de mes notes, vous voyez, on fait tout en direct. Thématiquement, les trois femmes, Agar, Sarah, Marie, sont en exil. De manière topique, parce que pour les deux premières, elles sont dans le désert, et pour la troisième, elle est, dit le texte, dans une ville de Galilée, sans qu'il soit précisé davantage. Et cette troisième, justement, qui a donné naissance à ce thème de l'Annonciation dans l'histoire de l'art occidental, vient nous susciter une représentation très très étrange, cet espace vide, ces fines colonnades. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, du seuil. On est devant quelque chose. Je crois que c'est intéressant parce qu'il y a effectivement un échange entre celui qui, à mon sens, ne porte pas la parole, celui qui vient apporter l'idée de la parole, le sujet qui reçoit cette idée de la parole, et qui sont devant quelque chose. Et ce devant quelque chose me semble être le symbole de l'histoire. Ce que l'effet d'annonce porte en lui, c'est la possibilité de l'histoire. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui peut commencer et qui peut recommencer. D'où par exemple ce magistral plan final où il y a cet espace désertique, et ta voix qui vient, et cet espace désertique, à la différence de tous les espaces désertiques qu'on a vus auparavant, est violé par des lignes électriques. Ces lignes électriques, je les prends comme l'histoire, quelque chose qui se dit et qui va s'inscrire sur la nature. Donc, première approche, l'annonce se fait dans un lieu, ou dans ce que nous appelons dans nos travaux un non-lieu d'exil. Nous appelons ces lieux exiliques non-lieux, non pas par négation, ce ne sont pas des anti-lieux, mais ce sont des lieux qui sont riches de leur spatialité et qui sont également aptes à accueillir toutes sortes de spatialités, antérieures ou futures.
Pour l'exilé, le lieu où il vit est aussi le lieu qui accueille d'autres lieux, lieux passés ou lieux à venir. Donc l'importance de l'exil est tout à fait présente au niveau thématique. Mais il n'y a pas que ça. Ce que nous appelons l'exilience se marque d'abord par une autonomie, autonomos, se donner à soi sa propre loi. L'exilé est celui, le sujet exilé est celui qui doit se donner sa propre loi. Pourquoi? Parce que la loi du pays d'où il vient, d'où elle vient, j'emploie ici le masculin par commodité, la loi du pays d'où il vient, ce n'est plus la sienne. La loi du pays où il est accueilli, ce n'est pas encore la sienne. Il ne la connaît pas. Il est victime de cette législation. Le seul moyen de survie pour un exilé, c'est de se donner sa propre loi, de ne plus dépendre de la loi du pays d'origine et de ne pas encore dépendre de la loi du pays d'accueil qu'il ne connaît pas. Ce qui est extraordinaire dans les premières pages du roman de Kafka, qu'on a traduit, que même Max Brod avait fait circuler sous le nom d'Amérique, c'est que Karl Rossmann, le jeune héros, qui est un jeune Allemand envoyé en exil, il arrive à New York, et avant d'arriver à New York, il y a cette histoire avec le soutier du navire, il y a un acte d'injustice énorme à l'endroit de ce soutier, et ce jeune Karl Rossmann, au lieu de s'occuper de lui, veut que la justice soit rétablie. Ce désir de justice, et il y a cet extraordinaire lapsus de Kafka dans les premiers paragraphes où il décrit la statue de la liberté qui brandit un glaive. Or, on le sait, la statue de la liberté ne brandit pas un glaive, mais un flambeau. Comme si la flamme de la liberté était moins importante que le glaive de la justice. Et je prends ça comme cette nécessité de donner sa propre loi. Le sujet exilé doit se donner sa propre loi, il est autonome. Et je pense que l'annonce, celle dont il est question dans ton film, donne aussi l'autonomie à ces trois femmes. L'autonomie d'assumer leur propre destin, de se détacher du destin où elles n'étaient que victimes, et se donner un destin parce qu'elles sont elles-mêmes créatrices d'un destin, celui de l'enfant à venir. Et cette question d'autonomie me semble indispensable. Rompre avec un ordre qui est un ordre de domination, un ordre de servitude, pour se donner un ordre où règne la liberté. Je crois que l'annonce est l'annonce de cette autonomie. Deuxièmement, il y a ce lien entre le passé et le futur. L'ange est également celui qui établit le lien. Tu étais ceci et tu vas devenir cela. C'est dans ce moment, encore une fois, pour moi, de silence et de ténèbres, que le lien se fait entre le passé et le futur. Or, dans l'exilience, dans l'expérience du sujet exilé, il y a également cette fusion, cette conjonction entre le passé et le futur. Le sujet exilé est celui qui ne peut pas vivre au présent. Il n'en a pas la possibilité. Son passé est encore avec lui, son futur l'occupe à chaque instant parce qu'il doit survivre, et donc il n'a pas le temps, si j'ose dire, de vivre au présent. Dans l'exilience, il y a cette conjonction entre le passé et le futur. Et je crois que c'est également ce qu'est l'annonce. Et puis dernier point, c'est la question du nom. Il y a un vers magnifique de Saint John Perkes dans le long poème qui s'appelle Exil, où il dit « J'habiterai mon nom ». Je ne me souviens plus de la suite du poème, c'est ce que je dirais aux fonctionnaires du port. L'exilé, c'est celui qui dit « J'habiterai mon nom ». Or, et là c'est magistralement montré dans le film, il y a effectivement cette nécessité d'habiter son nom. Comme si recevoir l'annonce demandait d'habiter son nom. Non pas d'habiter sa culture, non pas d'habiter son paysage, non pas d'habiter son lieu de naissance, mais d'habiter son nom, c'est-à-dire de comprendre ce que veut dire habiter son nom. Non pas un nom qui viendrait de l'extériorité,
le nom de l'état civil, mais le nom que me donne l'annonce, c'est-à-dire le nom de ma liberté. Et pour l'exilé, habiter son nom, c'est également son seul refuge. Habiter mon nom, pour le sujet exilé, c'est de dire ce nom qui est imprononçable pour vous, dit-il à ceux qui l'accueillent, ce nom que vous ne vouliez plus entendre, dit-il à ceux qui l'ont obligé à partir en exil, ce nom, je le revendique et je m'y installe. Or, ce nom, je ne le proclame pas comme une propriété, mais je le dessine comme un espace que je veux habiter. Il me semble que l'annonce, l'effet d'annonce, c'est cette possibilité qui nous est donnée à chacun d'entre nous de comprendre qu'il est impératif, et je crois surtout aujourd'hui, d'habiter nos noms. Non pas, encore une fois, revendiquer nos noms comme un bien culturel ou un bien politique ou un bien social, mais véritablement comme un espace qu'on habiterait. Voilà sur ces trois aspects comment l'exilience, me semble-t-il, peut venir nous aider à recevoir un film comme Annonce. La question que j'aimerais te poser, c'est celle que j'ai esquissée tout à l'heure sur le masculin, d'une certaine manière évincé du propos filmique qui est le tien ici. Alors qu'il est question d'Abraham, il est question de Mahomet, il est question des poètes grecs qui se retrouvent enceints de la parole de la muse, mais pourtant il y a une volonté, ce sont 7 femmes qui viennent témoigner, on les voit dans leur féminité, on les voit dans leur enfance, et dans cette enfance qui les amène jusqu'à la féminité de l'âge adulte. Elles ont des voix de femmes, des voix extrêmement diverses, et le masculin est là, et on a envie de dire, mais justement, est-ce que ça n'appartient pas à la dynamique de l'annonce que cette identité sexuée ou sexuelle disparaisse? Alors pourquoi, chez toi, j'aurai une deuxième question après, pourquoi chez toi cette nécessité, semble-t-il, puisque je ne parlerai pas d'une volonté ou d'un caprice, cette nécessité que de lier la question du féminin et le thème de l'annonce? Que dire après tout ce discours? Il ne s'agit que des garçons, hein? Parce que l'annonce, c'est la naissance des garçons, et c'est l'annonce justement des héros masculins. Dans la salle, l'autre jour, on m'a demandé pourquoi vous avez fait un film sur la naissance des garçons, pourquoi pas sur la naissance des filles. Donc, dans la Bible, je ne trouve pas tellement... Bon. Donc il s'agit de naissance des garçons, et il s'agit de Mahomet, de Moïse, de tout ce que tu dis, Yitzhak, Ishmaël, Jésus. Bon. Il s'agit d'eux. C'est pas parce que les femmes en parlent qu'il ne s'agit pas... Je sais pas. Et je trouve plutôt, bon, moi je trouve amusant, et je n'ai pas vraiment pensé que ça va se faire comme ça. Et tout d'un coup, il y a l'image maternante et de Mahomet et de Moïse. Que Mahomet, c'était prévu, hein, parce que le discours est là, mais que, bon, par la porte arrière, et Chaviva m'amène Moïse sous sa forme maternelle, et moi, bon, est-ce moi qui était enceinte de ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté, que tu me demandes de les porter dans mes bras. Donc je trouve que c'est formidable qu'il y a, oui, comme ça, le féminin, mais c'est les féminins, c'est pas les femmes. Je veux dire, si tu... Là, parce que si tu parles comme ça, voilà, il y a Moïse sous la forme féminine, il y a Mahomet sur la forme féminine. Alors, dans ces cas-là, justement, est-ce qu'on parle d'hommes et de femmes, ou est-ce qu'on parle masculin, féminin, et que tu es l'ange? L'ange. On voit l'ange, il a la forme masculine, et chez Mahomet, quand il rencontre Mahomet, dans l'image qu'on a vue, il a la forme féminine. Hein. Donc, ces choses-là, ils ne sont pas aussi claires. Hein. Je trouve que c'est ça qui est bien, cette ambiguïté-là, ou ambivalence, je ne sais pas. Bon, pour moi, justement, j'aime bien
cette ambivalence-là. Et comme on parle de seuil, seuil de quoi? Et tu sais comment on dit seuil en hébreu? Saf. Bon, et comment on dit la langue en hébreu? Safa. Bon. Saf, bon, Saf c'est le seuil. C'est pas la même orthographe. Depuis quand il y a l'orthographe? Depuis le 9e siècle, les grammaires. Chez les Juifs, je crois que les Midrash, quand il y avait les Midrash, on avait le droit de faire ce qu'on veut comme dans les rêves. On entend absolument. Ah oui, au niveau sonore. Oui. Au sonore, donc les dikdouk, la grammaire, Tibériade, 9e siècle, avec l'influence des Arabes, d'accord. Mais avant, on avait le droit de faire tout ce qu'on veut avec la langue, et surtout chez les Midrash. Donc je crois que ça fait sa part, même si c'est pas écrit, et surtout, bon, je ne vais pas rentrer entre les chines et les signes, il est interchangeable. Hein. Et oui, je crois que c'est important. Oui, mais je répète ma question. Enfin, qu'est-ce qui, en toi, la nécessité, puisque toi-même, tu dis que le féminin, le masculin s'interchangent. Pourquoi je fais parler des femmes? Exactement. Brutalement, je peux poser cette Oui, question. oui, d'accord. Pour moi, contrairement à ce que tu dis, pour moi, c'était une question de voix. Vraiment que je voulais un film au niveau musical, je voulais entendre de voix. C'est comme tu demandes à un musicien pourquoi il écrit pour cette voix de femme. J'avais envie, avec ces sujets, d'entendre de voix féminine. Plus en auteur, tu vois, c'est très fortement ça. Hein. Que ça soit là et pas là, hein, au niveau de la voix, au niveau de la musique. Après, on peut dire beaucoup de choses, mais c'était clairement ça. Hein. Et ma deuxième question, c'est cette rupture de la séquence finale. Tout d'un coup, après toutes ces réflexions dans un univers culturel monothéiste, surgit cet éloge, ce plaidoyer pour non seulement le pluralisme, mais même le paganisme. Où là, justement, on est dans un monde qui est occupé, où il n'y a pas de noir, où il n'y a pas de silence. Le monde païen, c'est un monde qui est occupé. Chaque parcelle de l'espace est occupée, non seulement sur la terre, mais également dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, pour tout spectateur, crée un effet, où tout d'un coup, là où on était dans comment dirais-je, une espèce de dynamique de contemplation, de méditation, d'où par exemple, chez moi, je ne revendique pas ça, je ne vais pas conceptualiser là-dessus, mais voilà, j'entendais du silence et je voyais du noir, de la noirceur, et tout d'un coup on est là dans un univers du multiple qui est occupé. Alors que le plan final, de nouveau, c'est le désert. Alors, est-ce que c'était encore une fois une nécessité? Qu'est-ce qui, en toi, a fait appel à Barbara Cassin? À Barbara Cassin. À Barbara Cassin, voilà. J'aime beaucoup sa voix et je voulais qu'elle s'exprime. Et j'aime beaucoup sa voix. Est-ce qu'on va se satisfaire de cette réponse? Oui. Il faut toujours répondre. C'est le propos. Moi, je pense je sais que toi, tu dis que c'était moi. Je sais que, bon, ça libère, ça ouvre sur autre chose. Ça, mais bon, toi tu ne les ressens pas comme ça, mais moi je crois que aussi ça les met dans un contexte qu'il y avait avant que Marie tombe enceinte de Dieu, et pas seulement elle tombe enceinte d'un Dieu, elle a un Dieu en elle. Hein. Donc il y a les Grecs qui les femmes sont tombées enceintes de Dieu, et qui les hommes ont les dieux en elles sous forme de poèmes. Why not? Why not? Parce que c'est deux régimes, en fait. Ce sont deux régimes de l'occupation du monde, ce sont deux régimes de l'occupation du monde par la parole. Je ne vais pas faire ici la dichotomie Athènes-Jérusalem. C'est pas ça. Je parle d'une occupation du monde qui est différente. Et il me semble que l'annonce appartient à un certain régime d'occupation, à un certain régime de parole, qu'il n'est peut-être pas évident de vouloir retrouver dans le monde grec. Il y a une image qu'emploie Barbara Cassin qui est très très parlante, qui est connue, c'est celle de la chaîne, de l'enchaînement depuis le monde céleste jusqu'aux humains. Or justement, pour moi, l'annonce, c'est là où il n'y a plus d'enchaînement.
où il y a du vide, où il y a du silence, pour que quelque chose puisse advenir. Appelons ça l'histoire, en dehors de tout schéma théologique, appelons ça l'histoire. Et me semble-t-il que cet effet-là, encore une fois, que ce thème de l'annonce, personnellement, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne le retrouve pas dans le monde grec. Et aussi charmé peut-on être par la voix et la présence de Barbara Cassin, là, il y a une rupture. Là, il y a une rupture, et je pense que cette rupture, tu en es tout à fait conscient, et que ce n'est pas simplement la voix de Barbara Cassin que tu voulais entendre à la fin. Il y a quelque chose là qui m'intrigue. Tant mieux. Bon.